Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous aviez réservé aux nouvelles vidéos illustrées. Je suis vraiment content que ça vous plaise parce que c'est un énorme travail mais aussi un gros investissement. C'est donc grâce en partie au sponsor du jour, CyberGhost VPN, que ces grosses vidéos peuvent voir le jour. Donc merci à CyberGhost VPN que j'utilise personnellement en plus et qui me protège ainsi que ses 38 millions d'utilisateurs. Et oui, car aujourd'hui sur internet, toute votre activité est surveillée. À l'aide du VPN CyberGhost, vous pouvez dissimuler votre adresse IP et sécuriser vos données. En effet, celles-ci seront totalement chiffrées et l'intégralité de votre activité sur Internet sera redirigée vers un tunnel VPN sécurisé. Cela vous évitera des désagréments lorsque vous regarderez votre film Netflix depuis un réseau Wi-Fi public. Que ce soit dans un café, une gare, un aéroport et n'importe où ailleurs, grâce à CyberGhost, vous êtes protégé. Et tiens, puisque l'on parle de Netflix, là aussi ce VPN joue un rôle. Grâce à lui, vous allez pouvoir accéder à tout le contenu disponible dans le monde entier, y compris le catalogue américain de Netflix, qui est beaucoup plus important que le catalogue français avec quasiment 2 fois plus de films. Mais pas seulement, vous pourrez vous rendre sur 40 plateformes de streaming dont Amazon Prime, Disney+, Hulu, etc. C'est hyper simple d'utilisation, en un ou deux clics, vous vous connectez à l'un des 8500 serveurs présents dans plus de 91 pays et le tour est joué. C'est certainement pour cette raison que CyberGhost VPN est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 15 000 utilisateurs. Mais ils sont aussi recommandés par des grands sites spécialisés en informatique tels que Clubic, Frandroid, Presse Citron ou le Journal du Geek. Ce VPN est disponible sur toutes les plateformes Windows, Mac, Android, etc. Avec un seul abonnement, vous pouvez installer jusqu'à 7 appareils dessus. C'est donc disponible pour toute une famille par exemple ou alors vos amis. Avec mon lien que vous trouverez en description, vous bénéficierez de 83% de réduction pour seulement 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. Et tout ceci sans risque, puisque vous bénéficiez de 45 jours satisfaits ou remboursés et de la présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des équipes support de CyberGhost VPN. Si vous avez besoin d'un VPN, le lien est en description et maintenant c'est parti pour l'histoire. Ce matin au réveil, vous vous sentez un peu faible. Les sensations ne sont pas bonnes, vous manquez d'énergie et êtes épuisé. Vous tournez la tête et voyez votre partenaire en train de dormir paisiblement, un petit sourire en coin. Le sommeil est bon de son côté à l'évidence. Vous vous asseyez à table avec une boisson chaude en vous disant que la journée sera longue avec cette maladie qui vous ronge. C'est en tout cas ce que vous croyez. Le 25 octobre 1976, aux États-Unis, à Clearmont, en Californie, est un merveilleux jour pour Ralph Rossum, un professeur d'université enseignant le droit constitutionnel, ainsi que sa femme Constance, cadre dans la publicité, puisqu'ils accueillent leur premier enfant. Il s'agit d'une petite fille nommée Christine. Elle sera suivie dans les années à venir par 2 petits frères, Brent et Pierce, qui compléteront la fratrie. La famille, compte tenu des emplois occupés par les parents, dispose d'un cadre de vie supérieur à la moyenne. D'ailleurs, Constance et Ralph souhaitent que leur progéniture parvienne à ce même confort de vie, si ce n'est mieux. Ainsi, Constance prend les choses en main s'agissant de Christine. Dès son plus jeune âge, la petite fille est bercée par le ballet et l'initiation au mannequinat. 2 disciplines extrêmement exigeantes, mais ouvrant aussi un grand avenir professionnel si l'enfant parvient à en faire sa spécialité. Christine est très douée. Elle se passionne cependant pour le ballet qu'elle affectionne énormément. Cette expression artistique, par le biais du mouvement du corps, est un nouvel univers qui s'ouvre à la fillette. Précoce, on peut la qualifier de surdouée au point que, malgré son très jeune âge, elle participe déjà à des représentations publiques évinçant des danseuses professionnelles de ballet. La voix est toute tracée. À ce rythme, elle deviendra l'une des étoiles des illustres salles de la planète, comme l'Opéra de Paris, la Scala de Milan ou bien le ballet du Bolchoï en Russie. Oui, mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, pas pour tout le monde. Christine se blesse gravement en se déchirant les ligaments de la cheville. Le diagnostic est sans appel. L'articulation ne se régénérera jamais comme à son origine, conduisant à une terrible conclusion.
La carrière de danseuse étoile de Christine vient de prendre fin. Elle ne pourra plus jamais caresser les planches d'une scène. Ses rêves volent en éclats. Une tristesse incommensurable envahit son cœur, la plongeant inexorablement dans une dépression. Celle-ci a de lourdes conséquences, puisque Christine, alors à peine au lycée, entre dans le monde sinistre de la drogue et de l'alcool qu'elle consomme en guise d'échappatoire qui, en réalité, n'est qu'illusoire. Des tensions familiales apparaissent lorsque les parents découvrent d'une part que leur fille use de différentes substances afin de bénéficier d'un état second, d'autre part que pour se les procurer, étant au lycée et sans revenus, elle se sert directement de leur argent. Au fil du temps, la gravité des disputes s'accroît, si bien que la police est impliquée tant la situation devient délétère au sein de la maison. Et voilà, les parents étaient là pour leur fille dans les moments joyeux, ils le restent lors de cette épreuve et au gré des mois qui s'écoulent, la douleur, sans s'effacer définitivement, s'estompe peu à peu chez Christine. En 1994, elle remet le pied à l'étrier, s'offrant un nouveau départ avec une inscription à l'université. Si elle ne peut pas danser, elle fera une carrière dans un autre domaine. Seulement, ce n'est jamais aussi radical. La santé mentale de Christine, bien qu'elle soit en voie de guérison, rechute et lourdement. En 1995, les affres de la dépression réapparaissent, affligeant un véritable chaos dans l'esprit de la jeune femme. La voici au bord du gouffre, prête à franchir le pas, celui de quitter ce monde qui la tourmente au point de ne plus avoir le goût pour la vie. Sa tentative échouera, elle sera sauvée, et à ce moment, la condition mentale de Christine est au plus bas. Pour elle, la seule solution alternative est de s'éloigner temporairement de sa cellule familiale. Elle entreprend un voyage dans un autre pays sans être à l'autre bout du monde non plus, puisqu'elle se rend dans la ville de Tijuana, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Une drôle de coïncidence. Dans le même laps de temps, Greg DeVillers, un jeune homme de 22 ans, se rend lui aussi dans la cité mexicaine accompagné de ses frères. Et il croise la jeune femme avec qui il y a immédiatement une intimité qui se crée. Ils passent quelques jours ensemble, l'alchimie est si parfaite qu'ils décident de se revoir une fois rentrés au pays. Il s'agit tout simplement du coup de foudre. À peine revenus aux États-Unis, Christine et Greg se fréquentent régulièrement et rapidement, la jeune femme s'installe chez son petit ami. Ce dernier partage un appartement avec l'un de ses frères ainsi qu'un ami. Christine, avant d'emménager, est tout à fait transparente et expose ses soucis, notamment cette grave dépression qui est survenue, mais surtout son addiction qu'elle n'a pas encore vaincue. Greg comprend. Il sait qu'aucun avenir viable n'est envisageable avec des stupéfiants qui finiraient par détruire leur relation amoureuse. Une chose inconcevable pour le jeune homme, tant ses sentiments à l'égard de Christine sont forts. Il mettra donc tout en œuvre afin de supporter sa petite amie dans cette épreuve. D'ailleurs, au sein de la colocation, des objets disparaissent régulièrement, que ce soit des bijoux, de l'argent liquide ou bien même des chèques. Évidemment, la première personne soupçonnée de cette disparition aussi soudaine que mystérieuse est Christine. Pourtant, elle affirme avec fermeté qu'elle n'a rien à voir avec tout ceci. Son secret est néanmoins percé lorsque ces fameux objets disparus sont découverts à l'intérieur de l'un de ses sacs à main. Ceci crée une discorde parmi les membres de la colocation, le frère de Greg allant même jusqu'à quitter l'appartement qu'il ne souhaite plus partager avec Christine, n'ayant aucune confiance en elle désormais. Greg, cependant, sait que le vol pour se fournir fait malheureusement partie des aspects sombres de la dépendance. Il n'abdique pas et continue de prendre soin de Christine jusqu'à ce qu'elle parvienne à se débarrasser de ce mal qui la ronge depuis trop longtemps à présent. Les efforts du petit ami finissent par payer. Au gré des jours, des semaines puis des mois, Christine, grâce à ce soutien inconditionnel, réussit à remonter la pente, si bien qu'elle atteint le stade de la désintoxication complète, un objectif inimaginable il y a quelques mois encore. La jeune femme reprend totalement du poil de la bête en s'inscrivant à l'université de San Diego,
où elle performera très bien, étant l'une des meilleures de sa promotion, ce qui débouche tout naturellement sur un diplôme en 1998. Dans le sillage de cet accomplissement, Christine réussit à se faire embaucher, comme une forme de revanche sur la vie, en tant que toxicologue au sein du service de médecine légale du comté de San Diego. Une nouvelle carrière professionnelle pleine d'opportunités s'offre à elle. Voici une précieuse seconde chance. Avec une situation enfin stabilisée, un avenir radieux en perspective et un petit ami totalement dévoué, il n'est pas surprenant que ce dernier décide de poser un genou à terre pour demander la main de Christine. Un acte qui semble être dans la lignée des choses. Un véritable rêve éveillé, surtout lorsque l'on connaît le passé chaotique et les nombreuses embûches auxquelles a dû faire face Christine qui, évidemment, dit oui à celui qui lui apporte son soutien depuis leur rencontre. Les mois passent, mais à l'aune d'un mariage devant être l'un, si ce n'est le plus beau jour de sa vie, une angoisse surgit, envahissant totalement l'esprit de Christine. Un grain de sable enraye la machine. La jeune femme commence à émettre un doute sur cet engagement à vie. Elle est nerveuse, est-ce le bon choix? Elle sollicite donc un conseil avisé auprès de sa mère. Celle-ci lui explique qu'à 1 mois de la célébration, il est tout à fait normal de ressentir ce genre d'émotion. Elle sait de quoi elle parle, étant elle-même passée par là. Ces mots sages convainquent Christine. Le couple célèbre son mariage lors d'une fête majestueuse le 5 juin 1999. Le couple baigne dans un véritable bonheur. Les inquiétudes exprimées auparavant par Christine semblent envolées. Au bout de quelques mois cependant, le doute ressurgit et la jeune femme confie à de proches amis qu'elle se sent étouffée au sein de la relation avec Greg. Voici des interrogations à présent. Le mariage était-il une bonne chose? Ces questionnements incessants sont certainement liés au docteur Michael Robertson, nouvel embauché au département de médecine légale où travaille également Christine. Car oui, il semble bien que cet Australien d'origine soit entré dans la vie de celle-ci. D'ailleurs, ils flirtent ensemble régulièrement sous le regard de collègues perplexes, étant pour la plupart au fait que la jeune femme est mariée, mais aussi Michael. Ils ne sont pas certains qu'il y ait réellement une liaison. Seulement, il y a suffisamment d'éléments pour se poser des questions, comme leur déjeuner à deux régulier, ou bien des moments complices qui apparaissent plus intimes qu'une simple relation de travail. Effectivement, il y a bien une relation qui dépasse le cadre professionnel. Ils sont tous deux infidèles à leur époux et épouse. En parallèle de cette infidélité, Christine est retombée dans ses travers les plus sombres en consommant à nouveau de la drogue. Rien de plus simple pour s'en procurer, dans la mesure où l'une des tâches affectées à Christine est l'enregistrement des substances confisquées et conservées dans l'établissement. Elle n'a littéralement qu'à se servir, ce qu'elle n'hésite pas à faire. Michael le sait, puisqu'il a compris le petit manège de son amante, mais au lieu de la dénoncer, comme ce qui aurait dû être la juste procédure dans ce genre de cas, il a préféré la couvrir en faisant disparaître certaines preuves. Bien sûr, la liaison entre Christine et Michael est secrète. Greg n'a pas la moindre idée de ce qu'il se passe dans son dos. En réalité, il n'y a aucune once de doute à l'égard de sa femme, celui-ci ayant amplement démontré qu'il était digne d'elle. Mais dans ce monde, tout finit par se savoir. Greg découvre une lettre d'amour rédigée par l'amant de sa femme, qui se trouve prise la main dans le sac. Une forte dispute éclate. L'époux comprend que Christine a rechuté également. Il prend vraiment mal cette infidélité. Après tout ce qu'il a fait pour elle, celle-ci ose briser sa confiance ainsi que leur mariage de cette manière, sans aucune décence. Son sang ne fait qu'un tour et il menace de tout révéler à l'employeur de sa femme. Évidemment, les conséquences, tant pour elle que son amant, pourraient être désastreuses. En plus d'un licenciement, il pourrait y avoir des poursuites pénales. La nuit est longue, mais l'épuisement finit par l'emporter. Ils en discuteront le lendemain. Le 6 novembre 2000, 2 jours après la découverte de l'infidélité de sa femme, Greg ne se présente pas au travail. Son employeur appelle à son domicile parce qu'un message lui a été transmis. Christine a indiqué que son mari serait absent.
Le patron tente à 2 reprises d'avoir quelqu'un au bout du fil, à 10h du matin, puis à midi à nouveau. Dans les 2 cas, ce sont des échecs, il n'y a aucune réponse. Et c'est normal, ce matin, Christine s'est réveillée aux côtés de son mari. Il n'avait pas l'air en forme, mais compte tenu des événements récents, cela fait sens. Quelques minutes après son réveil, son état n'apparaît pas s'améliorer. Au contraire, Greg est comme étourdi, proche d'une perte de connaissance. Christine prend les choses en main, contacte son employeur pour l'excuser et dit à son mari qu'il ne peut pas travailler. Elle, en revanche, prend son poste ce matin-là. Elle est d'ailleurs vue en train de discuter avec Michael, entre autres, mais ce n'est clairement pas la grande forme. Lors de la pause déjeuner, Christine retourne chez elle pour prendre le repas avec son mari, qui révèle qu'il a consommé des antidépresseurs suite à toute cette affaire. L'ambiance est pesante. La jeune femme rejoint son bureau en début d'après-midi pour finir sa journée. À 17h, elle passe en coup de vent à la maison sans croiser Greg. Elle souhaite faire quelques emplettes avant le début de soirée et elle ne rentre qu'aux alentours de 20h, 20h30. Son mari est endormi sur le lit, certainement les effets des antidépresseurs qu'il a consommés. Elle l'embrasse sur le front et prend un long bain. Quand elle en sort, elle se prépare pour se coucher et se glisse sous la couette à côté de son époux passé 21h. Mais sa peau est étrangement froide. Christine le touche un peu partout. La fraîcheur de son corps est inquiétante, d'autant plus qu'elle est combinée à une absence totale de réaction. La panique monte. Greg, à l'évidence, est inconscient. Christine fonce sur le téléphone et compose le numéro des urgences. Il est 21h22. La jeune femme explique qu'elle vient de trouver son mari sans réaction dans le lit. L'urgentiste à l'autre bout de la ligne détaille la procédure de massage cardiaque à Christine qui, avant de l'exécuter, doit déplacer le corps de Greg au sol, puis réaliser le massage en attendant qu'une ambulance se présente à son domicile afin de prendre en charge son époux. Alors que les ambulanciers arrivent sur place, ils découvrent le corps de l'homme sur un sol jonché de pétales de rose. Ils remarquent aussi un journal intime qui, visiblement, appartient à Christine, puisqu'il est ouvert à une page où la femme présente son projet de quitter son mari. La femme répond aux diverses questions des secouristes. Elle explique que son mari n'a pas consommé de drogue et qu'il y était farouchement opposé. Puis, au bout de quelques secondes, elle signale tout de même qu'il a ingéré de l'oxycodone ainsi que du clonazepam, ce qu'il lui avait annoncé lors de leur déjeuner. Bien sûr, avec un cadavre, la police débarque au domicile du couple également pour entendre la version de Christine. Elle raconte donc sa journée en précisant que les pétales de rose au sol étaient un message de Greg pour signifier la fin de leur relation, comme une fleur qui se fane. Pour les policiers, toute cette affaire ressemble à un chagrin d'amour ayant conduit l'homme à commettre l'irréparable pour une situation trop difficile à accepter. Cette théorie est confirmée après l'autopsie du corps où effectivement, des traces d'oxycodone et de clonazepam sont retrouvées dans l'organisme du défunt. Greg, par ces substances, a donc mis fin à ses jours, ne supportant pas l'idée de perdre celle pour qui ses sentiments n'avaient aucune limite. La famille de l'homme est choquée de sa disparition. Et au gré des jours qui s'écoulent, les parents de Greg ne parviennent pas à accepter la cause de la mort. Pour eux, leur fils n'aurait, d'une part, jamais commis l'acte, et d'autre part, certainement pas en consommant des substances. Jérôme, l'un des frères de Greg, est convaincu qu'il s'agit d'un acte criminel, mais surtout que la seule personne ayant pu le commettre serait Christine. Alors, il tente d'obtenir des pistes en téléphonant régulièrement à la jeune femme, tout en prenant soin d'enregistrer les conversations. En parallèle, il assomme la police de requêtes. Il la sollicite sans cesse pour que l'affaire ne soit pas uniquement cantonnée à la thèse du suicide, et force pour qu'il y ait un approfondissement. Cela fonctionne. Des enquêteurs reprennent le dossier afin d'effectuer des vérifications, même si, à première vue, leur théorie initiale semble être pertinente. Mais voici qu'en examinant l'affaire, il remarque une chose curieuse. La dépouille de Greg a été envoyée au service de médecine légale où travaille Christine. Bon, jusque-là rien d'anormal. En revanche, la personne en charge de l'autopsie du corps n'est autre que Michael Robertson.
Et là, c'est l'élément qui fait se pencher sérieusement les enquêteurs sur toute cette histoire. Ils apprennent qu'en quelques heures seulement, Christine a validé un don d'organes provenant de Greg, tout en préparant, en parallèle, la crémation du corps de son époux. Immédiatement pour les policiers, ces agissements sont suspects, tout comme l'analyse réalisée par Michael Robertson. Alors, pour être sûr que rien n'a fait l'objet d'une omission ou d'une dissimulation, des tests toxicologiques sont réalisés par un autre laboratoire à Los Angeles. Lorsque les résultats reviennent, ils semblent concorder avec ceux réalisés à San Diego. Il y a bien des traces de clonazepam et d'oxycodone. Mais il y a aussi une nouvelle ligne parmi les résultats, du fentanyl, en forte quantité puisque la dose relevée est 7 fois supérieure à celle nécessaire pour tuer un homme. Une première question survient. Comment un laboratoire privé de Los Angeles a-t-il pu détecter ce produit dans le corps de Greg et pas le service de médecine légale du comté de San José? En réalité, il y a une explication. Le fentanyl étant un produit très dangereux, il est compliqué de se le procurer. Autrement dit, les examens concernant cette substance ne sont pas automatiquement prévus. Quoi qu'il en soit, la présence de la substance soulève énormément d'interrogations. Si le fentanyl était présent en si grande quantité dans l'organisme de Greg, au point qu'en divisant par 7 cette quantité, elle resterait fortement mortelle, pourquoi Christine indique que son époux semblait groggy durant la journée? Par ailleurs, du liquide est découvert dans les poumons de Greg, signifiant qu'il a perdu connaissance entre 6 heures et 12 heures d'affilée. Comment aurait-il donc pu préparer les pétales de rose avant d'aller se coucher tranquillement? Et puis, s'il y a du fentanyl dans le corps de l'homme, pourquoi n'y a-t-il aucun flacon de la substance dans l'appartement? Les secouristes sont interrogés sur les événements de la soirée. Ils n'ont mis que 3 minutes pour atteindre le domicile après l'appel de Christine. Lorsqu'ils sont entrés, la femme n'était pas aux côtés de Greg, mais dans une autre pièce. Ils constatent aussi qu'elle ne semble pas avoir fait d'efforts ininterrompus durant 3 minutes. Le massage cardiaque nécessitant tout de même une débauche d'énergie exigeante. Il n'y a pas non plus de rougeur sur le torse de son époux typique d'une compression thoracique. Les enquêteurs réclament l'enregistrement de la communication entre Christine et l'urgentiste à l'autre bout de la ligne. En écoutant attentivement, il est impossible d'entendre la femme réaliser le massage cardiaque. Sur la montagne d'interrogations s'en pose une nouvelle, puisque l'un des policiers présents sur place le soir de la découverte, mais aussi à l'hôpital où Greg fut transféré, apporte son témoignage. Il affirme que Christine a reçu la visite d'un homme qui l'a pris dans ses bras. Il s'agit de Michael Robertson. Ceci conduit les enquêteurs à perquisitionner le bureau de ce dernier ainsi que celui de Christine. Ils vérifient également la bonne présence de tous les produits dans la réserve, et il en manque. Notamment de la méthamphétamine, de l'oxycodone, du clonazepam et du fentanyl. Michael reconnaît avoir couvert Christine pour le vol de méthamphétamine qu'elle consommait, mais ne sait rien s'agissant du reste et particulièrement du fentanyl. Un mois plus tard, d'ailleurs, les deux amants sont licenciés du service de médecine légale pour ces infractions. L'enquête ne s'arrête pas là. Dans les ordinateurs saisis à leur bureau, il est retrouvé de nombreux messages amoureux, ce qui n'est plus une surprise à présent. Mais surtout, il y a des échanges parlant du fentanyl. Les enquêteurs découvrent aussi que le couple a participé à une présentation payée par leur employeur s'agissant de cette substance et de ses effets. Enfin, le jour de la mort de Greg, Christine est allée faire des emplettes. Elle a pris le soin de payer en liquide, ce qui empêche de savoir ce qu'elle a acheté sans le ticket de caisse ou bien des images de vidéosurveillance. Mais la femme a fait une erreur. Avant de régler ses achats, elle a présenté sa carte de fidélité du magasin et en faisant ceci, le système a automatiquement enregistré les produits passés en caisse. Et il y avait une rose rouge. Sacrée coïncidence. Entre-temps, Michael Robertson, contre qui aucune charge n'est retenue pour le moment, est retourné en Australie afin de prendre soin de sa mère en fin de vie. Plus de 7 mois après le décès de son époux, le 25 juin 2001, Christine Cossum est inculpée du meurtre de celui-ci et placée en détention. Elle continue de clamer son innocence, expliquant que son mari a pris la triste décision de quitter ce monde par lui-même. C'est aussi l'argumentation de la défense, qu'il appuie en plus par l'absence de flacons de fentanyl retrouvés par la police.
Seulement, c'est au jury populaire de trancher, et celui-ci ne se range pas du côté de Christine qu'il reconnaît coupable du meurtre avec préméditation de Greg DeVillers. Le juge, quant à lui, annonce la sentence, une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Michael Robertson, en Australie au moment de tous ces événements, ne reviendra plus sur le sol américain, certainement parce qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Un potentiel complice a donc pu s'enfuir, bien que l'on ne connaîtra jamais concrètement son rôle dans toute cette histoire. Une affaire véritablement poignante lorsque l'on se rappelle tous les efforts fournis par Greg pour sortir Christine de sa dépression. Encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description si vous avez besoin d'un VPN pour profiter de la réduction spéciale. Comme ça, vous pourrez accéder au contenu géobloqué et protéger vos données en même temps pour seulement 2,03€ par mois. Si vous avez aimé que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à liker et à me suivre sur mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.